32 milliards alignés sur une seule ligne réveillent Canberra comme un coup de tonnerre long, froid et méthodique. 47 corridors de ressources s'alignent en silence, tandis que le nom de son sous-sol se retrouve encerclé comme une cible à ciel ouvert déjà promise à d'autres. Comment un dirigeant africain, observateur des choix d'Ibrahim Traoré et gardien d'un peuple assiégé, peut-il décider entre une stabilité achetée et une souveraineté mise en gage sans retour possible ? Dans cet interstice minuscule entre deux chiffres, l'avenir de tout un continent semble déjà vaciller, fragile et disputé. Voici la promesse implicite, tapie derrière chaque ligne du rapport. Offrir à Canberra une stabilité immédiate en échange d'une concession silencieuse qui pèserait sur plusieurs générations. La seconde phrase devait éclairer l'enjeu, un bénéfice potentiel décrit en 10 à 12 mots, c'est-à-dire la possibilité d'un répit sécuritaire rapide pour un pays déjà fragilisé. Mais ce répit a un prix, et c'est précisément là que se concentre le véritable risque. Accepter une aide militaire calibrée par des puissances extérieures revient à inscrire l'avenir du pays dans une équation dont il ne contrôle ni les variables ni le rythme. D'un côté, la promesse est séduisante. Reconstruction accélérée, protection diplomatique, garantie financière capable de relancer un appareil économique étouffé. De l'autre, l'ampleur des concessions minières exigées signale qu'aucun cadeau n'est jamais gratuit. Et c'est ce paradoxe qui crée la tension centrale. Stabilité garantie. Aujourd'hui, dépendance verrouillée demain. Micro-hook que toute la scène politique de Canberra murmure désormais à mi-voix. Car en filigrane, une question demeure entière. Que vaut un avenir sécurisé si l'on ne choisit plus sa propre voie ? Les premières heures ont révélé un paradoxe brutal. Avant même toute décision officielle, des cargaisons minières du Sahel étaient déjà signalées dans des ports européens, preuve qu'un accord considéré comme hypothétique était, pour certains acteurs, virtuellement en vigueur. Cette découverte, transmise à Ibrahim Traoré sous forme d'alerte diplomatique, a instantanément changé l'angle des discussions, montrant que la négociation ne se jouait plus seulement sur des mots, mais sur des faits déjà en mouvement. Ce mini-reveal a obligé l'ensemble du gouvernement à reconsidérer l'équilibre entre perception et réalité. Jusque-là, Canberra croyait disposer encore de marge de manœuvre. Examiner les chiffres, peser les projections, analyser les clauses sécuritaires proposées par la coalition du Nord. Mais la présence précoce de ressources en transit, annoncée avant toute signature formelle, révélait un phénomène inquiétant, une appropriation anticipée, presque automatique, du sous-sol national. Ce n'était plus simplement une pression géopolitique, c'était la matérialisation d'un rapport de force déjà assumé. Dans ce contexte, l'environnement politique interne s'est chargé d'électricité. Les ministres, les conseillers et les chefs militaires, jusque-là prudemment silencieux, ont commencé à reconnaître que la marge de décision réelle se réduisait d'heure en heure. Les groupes armés, eux, ont profité de ce flottement pour se redéployer vers les zones minières, comprenant que tout relâchement de l'État ouvrait une fenêtre dangereuse. La population, attentive aux rumeurs, voyait dans ces mouvements un signe d'un basculement imminent, nourrissant un sentiment d'urgence jusque dans les marchés, les cafés, les radios locales. Dans l'ombre, les partenaires économiques internationaux adaptaient déjà leur modèle de risque, anticipant une hausse des tensions qui pourrait redessiner non seulement les flux commerciaux, mais aussi les alliances stratégiques en Afrique de l'Ouest. Pour Canberra, ce changement brutal ne relevait plus de la théorie. Il modifiait la chronologie, les priorités et la façon même de comprendre ce que signifiait choisir dans un moment où chaque option semblait déjà conditionnée par des mouvements invisibles. Dès l'aube du deuxième jour, un détail souvent ignoré dans les récits géopolitiques est apparu. La façon dont les décisions se diffusent, non pas d'abord dans les capitales étrangères, mais dans les bureaux exigus où les techniciens de l'État comparent les cartes, les schémas et les premières alertes sécuritaires. C'est dans cet espace discret qu'un conseiller militaire, habitué aux rapports trop froids, a remarqué un mouvement inhabituel. Plusieurs groupes armés changeaient simultanément de trajectoire, convergeant vers 3 zones minières clés, comme s'ils avaient anticipé une reconfiguration du pouvoir. Ce constat a servi de guide pour comprendre l'onde de choc initiale. Le premier cas, presque anodin, est venu d'un ingénieur de terrain chargé de superviser un site d'extraction secondaire.
Il signalait que les travailleurs locaux, d'ordinaire stoïques, avaient commencé à se retirer avant même toute annonce officielle. Ils avaient entendu, par fragments, par murmures, que l'accord en discussion offrait plus aux puissances extérieures qu'aux habitants de la Terre qui en vivraient les conséquences. Ce retrait spontané a suffi pour ralentir la production, révélant combien la confiance populaire pouvait se désagréger avant même qu'une décision ne soit rendue publique. Le second cas, plus incisif encore, concernait un officier de renseignement régional. En analysant les messages cryptés reçus dans la nuit, il avait compris que la coalition du Nord n'attendait plus réellement la réponse de Canberra. Cette prise de conscience, rapportée avec prudence mais clarté, a été l'un des premiers signaux montrant que la souveraineté n'était pas seulement négociée, elle était déjà contestée. Même Ibrahim Traoré, observateur de ces dynamiques, devait composer avec une réalité mouvante où chaque heure ajoutait une couche supplémentaire d'incertitude. Et à travers ces deux micro-situations, un so what limpide surgissait. Tout vacille dès que la confiance se fissure. Le déclencheur survient rarement avec fracas. Ici, il s'est glissé dans une note diplomatique arrivée avant l'aube, un message bref signalant que la coalition du Nord réévaluait son calendrier. Cette formule apparemment neutre signifiait autre chose. L'impatience grandissait, et les acteurs extérieurs ne souhaitaient plus attendre qu'un État souverain établisse son propre rythme. Les ministres réunis ont compris que la bascule avait commencé. Le pays entrait dans une phase où chaque minute pouvait redessiner son avenir immédiat. Le premier mouvement est venu des zones minières. Les drones de surveillance étrangers, déjà présents selon les rapports, changeaient de trajectoire. Ils survolaient désormais des corridors précis, comme s'ils validaient des routes logistiques, avant même toute signature officielle. Ce glissement technique a marqué un tournant. Les ressources de Canberra n'étaient plus observées, mais présélectionnées. Dans un pays habitué à voir ses richesses convoitées, ce simple déplacement aérien avait la force d'une déclaration. Puis est venue la montée. Elle a pris la forme d'un ultimatum, transmis à un conseiller diplomatique, 48 heures pour accepter l'accord, ou s'exposer à une opération de stabilisation. Le terme était vague, mais sa brutalité implicite suffisait. Dans la salle de réunion, les regards s'échangeaient, lourds d'une tension que personne n'osait formuler. L'armée savait que ses moyens avaient diminué de 12% ces 3 dernières années. Elle savait aussi que l'augmentation de 30% des activités des groupes armés dans les zones minières rendait toute marge d'erreur dangereuse. La politique, l'économie, la défense, tout semblait converger vers une zone où le contrôle lui-même devenait un luxe. Le second pic dramatique est venu de l'extérieur. Les images en provenance d'Asie, révélant du minerai sahélien déjà stocké dans des ports européens, ont agi comme une onde de choc. L'accord était considéré comme acquis. La logique des marchés avait précédé la logique diplomatique. Quand Ibrahim Traoré en a été informé, il a compris que le pays n'était plus évalué pour ce qu'il décidait, mais pour ce qu'on supposait qu'il allait céder. Ce renversement retirait au gouvernement sa capacité à temporiser. Le temps se contractait. Et soudain, la crise a atteint son sommet politique. Les ministres de la Défense et des Finances ont présenté 2 lectures opposées. Sécurité immédiate contre dépendance durable. Le débat est devenu un champ de force, chaque argument heurtant le précédent sans jamais vraiment l'annuler. La salle semblait se refermer sur elle-même, comme si l'État touchait les limites de ce qu'un pays isolé pouvait raisonnablement absorber. Puis est venue la retombée, brutale mais silencieuse. Dans les rues de la capitale, les premiers rassemblements se formaient. Les jeunes scandaient des slogans en faveur de la souveraineté. Les travailleurs des mines, eux, se demandaient déjà si leurs emplois survivraient à l'ingérence extérieure. Les analystes internationaux parlaient d'un nouveau Sahel stratégique. Et au centre de cette onde de choc, Canberra avançait vers son point de rupture, où la moindre décision pouvait devenir irréversible. La Dushan s'est manifestée par un phénomène inattendu. La colère se mêlait à la peur, mais aussi à une lucidité nouvelle. Le pays comprenait que l'avenir ne se négociait plus seulement dans des salles fermées, mais dans la manière dont il refusait ou acceptait les dynamiques imposées. Chaque voix, chaque mouvement collectif
ajoutait une pression supplémentaire sur l'appareil d'État. Le pays s'était réveillé et rien ne pourrait désormais revenir à la normale. Les chiffres arrivent rarement comme des réponses, ils s'imposent plutôt comme des angles de contrainte. Pour Canberra, 3 d'entre eux ont défini la marge réelle du choix. Ils ont été présentés au président et à ses ministres dans un dossier concis, presque clinique, dont la froideur contrastait violemment avec la tension politique environnante. Ibrahim Traoré, habitué aux rapports techniques, savait que ces valeurs ne décrivaient pas seulement une économie, elles traçaient les frontières invisibles de ce qui restait de souveraineté. Premier chiffre, 32 milliards de dollars. C'est l'estimation projetée des revenus miniers sur 5 ans, un montant suffisamment massif pour réaligner une économie entière. Cette estimation signifiait que la richesse du sous-sol, correctement sécurisée, pouvait transformer un pays pressé par les dettes en un État capable de financer ses propres infrastructures. Elle révélait cependant un paradoxe. Une manne aussi importante attire inévitablement des intérêts extérieurs difficiles à contenir. Ce chiffre montrait donc que le potentiel national était aussi une vulnérabilité majeure. Deuxième chiffre, une perte sèche de 8 milliards. C'est ce que les analystes prévoyaient si l'accord était rejeté et que les investisseurs étrangers se retiraient. Cette projection illustrait le coût immédiat du refus, un choc brutal pour un État déjà fragilisé. Elle mettait également en lumière la dépendance structurelle aux flux financiers internationaux, dépendance que le pays tentait justement de réduire. Ce chiffre mettait donc en tension 2 dynamiques inverses. Souveraineté désirée contre liquidation partielle du présent. Troisième chiffre, 40% de réduction des exportations minières à long terme. Les observateurs estimaient que l'isolement diplomatique entraînerait cette décroissance progressive. Cette estimation signifiait que la pression extérieure ne se limiterait pas à l'immédiat, mais s'inscrirait dans une stratégie prolongée. Elle rappelait aussi que la confiance des marchés se reconstruit beaucoup plus lentement qu'elle ne se perd. Ce chiffre introduisait enfin une temporalité nouvelle. L'avenir de Canberra se jouait bien au-delà des 48 heures imposées par l'ultimatum. Ces 3 indicateurs n'étaient pas de simples données techniques, ils formaient une matrice de contraintes. Les ministres les ont étudiés avec une attention nerveuse, comprenant qu'aucun scénario, acceptation, refus ou compromis ne permettait d'échapper totalement au coup. L'économie, en apparence neutre, devenait ainsi un champ politique à part entière où chaque variable condensait plusieurs décennies de dépendance accumulée. Ce bloc de données a aussi révélé une chose plus subtile. Les projections étaient basées sur un environnement déjà instable, monté de 30% des activités armées, frontières poreuses, budget militaire réduit. Autrement dit, chaque chiffre amplifiait une fragilité préexistante plutôt qu'il n'en créait une nouvelle. Le véritable enjeu n'était donc pas seulement la valeur économique, mais la capacité du pays à inverser les dynamiques structurelles qui menaçaient de l'emporter. Et c'est là que la question centrale s'est reformulée. Face à un tableau aussi dense, comment un État peut-il choisir sans d'abord comprendre ce qu'il risque de devenir ? 2 positions majeures se sont imposées lorsque le gouvernement de Canberra a tenté de clarifier l'issue possible. Elles ne s'opposaient pas seulement en théorie, elles représentaient 2 visions du futur, chacune lourde de conséquences. Et pour être comprises correctement, elles méritaient d'être formulées dans leur version la plus robuste, dépouillée de caricatures. C'est précisément l'objectif du Stillman. Thèse 1. Accepter l'accord est la seule façon d'éviter l'effondrement. Selon les partisans du contrat proposé par la coalition du Nord, la stabilité immédiate doit primer sur toute autre considération. Il rappelle que l'armée manque de ressources, que les groupes armés ont accru leurs activités de 30% et que le budget de défense a été réduit de 12% sur 3 ans. Dans ce contexte, l'aide militaire étrangère apparaît comme une béquille indispensable. Il souligne aussi que les retombées financières, notamment les 32 milliards estimés, offriraient à Canberra un répit essentiel pour relancer ses infrastructures, reconstruire ses réseaux énergétiques et rassurer les marchés déjà en pleine réévaluation. Dans cette perspective, l'accord n'est pas une soumission, il serait une mesure de survie. Thèse 2. Accepter l'accord reviendrait à renoncer à la souveraineté. Pour les opposants, la logique est inversée. Ce que l'on gagne en sécurité immédiate, on le perd en indépendance durable. Il rappelle que les ressources minières seraient exploitées pendant 30 ans et que 60% des profits seraient captés
par des acteurs extérieurs. Il note aussi que certaines cargaisons étaient déjà en transit avant même la signature, ce qui révèle une dynamique de prédation anticipée. Selon eux, accepter aujourd'hui reviendrait à institutionnaliser une dépendance économique et politique pour des décennies. Canberra deviendrait un théâtre géopolitique plutôt qu'un acteur de sa propre trajectoire. Réponse Stillman. Aucune des deux thèses ne se trompe, mais elles se fondent sur des temporalités différentes. Les arguments favorables répondent à l'urgence. Sécurité, liquidité, survie institutionnelle. Les arguments opposés répondent au long terme, autonomie, intégrité des ressources, cohésion sociale. Et c'est cette tension temporelle entre maintenant et demain qui explique pourquoi aucune solution ne peut être adoptée sans coup majeur. Tout bascule en silence. Cette phrase résume le moment précis où la crise cesse d'être un débat théorique pour devenir une réalité irréversible. Le midpoint ne s'est pas imposé par une explosion politique, mais par un glissement discret. La découverte que la coalition du Nord avait déjà sécurisé certains corridors miniers grâce à des accords locaux conclus dans l'ombre. Ce détail, transmis en urgence au sommet de l'État, a bouleversé l'équation stratégique. Là où les ministres croyaient encore pouvoir négocier, il n'existait en réalité plus qu'un champ réduit, presque verrouillé, où chaque option semblait préconfigurée par des acteurs extérieurs. Pour Ibrahim Traoré, observateur attentif des dynamiques régionales, ce reveal marquait un pivot décisif. Le pays ne répondait plus à une proposition, mais à un fait accompli. Ce changement de posture imposait une relecture totale du rapport de force. L'accord proposé n'était pas une ouverture diplomatique, mais une extension d'une stratégie déjà en cours d'exécution. Et cela expliquait pourquoi les groupes armés convergeaient, pourquoi les investisseurs se repliaient, pourquoi la population ressentait instinctivement que quelque chose avait déjà commencé avant même que l'État n'ait parlé. La Kukdien, jusque-là mouvante, s'est figée autour d'une vérité inquiétante. La marge de décision n'était plus politique, mais tactique. Les conséquences concrètes du choix imposé à Canberra ne se sont pas manifestées sous forme de bouleversement immédiat, mais plutôt comme 4 ondes parallèles modifiant silencieusement les équilibres internes. Elles touchent successivement le noyau interne, pour ce que l'on pourrait considérer comme le noyau interne, les entreprises, pour ce que l'on pourrait considérer comme la dimension économique, la population, pour ce que l'on pourrait considérer comme la dynamique sociale, et la région, pour ce que l'on pourrait considérer comme l'enjeu régional, chacune révélant une facette complémentaire de la transformation en cours. Et c'est précisément cette superposition des faits, plus que la signature d'un document, qui déterminera ce que deviendra réellement le pays. 1. Pour ce que l'on pourrait considérer comme le noyau interne, appareil politique et militaire. Au sein des cercles internes, l'impact a été immédiat. Le rapport de force gouvernemental s'est tendu. Les ministres favorables à l'accord ont gagné en influence, estimant que l'urgence sécuritaire exigeait une réponse pragmatique. Ce mouvement a toutefois créé une fracture subtile avec les défenseurs de la souveraineté, qui voyaient dans cet alignement une dérive vers une tutelle extérieure. Même dans les échanges confidentiels, la question demeurait: quelle marge réelle reste-t-il à un État négociant sous contrainte ? 2. Pour ce que l'on pourrait considérer comme la dimension économique, les entreprises, secteur économique et exploitation minière. Les compagnies minières, locales comme étrangères, ont immédiatement ajusté leur modèle de risque. Certaines ont suspendu leurs investissements, anticipant une reconfiguration profonde des règles d'exploitation. D'autres, au contraire, ont cherché à sécuriser une position avant l'évolution des termes, déclenchant une ruée discrète vers des contrats temporaires. Ce mouvement contradictoire révélait une vérité claire. L'économie réagit plus vite que la politique, souvent avant même l'annonce officielle des décisions. 3. Pour ce que l'on pourrait considérer comme la dynamique sociale, la population, psychologie sociale et réaction collective. Pour les citoyens, l'effet a d'abord été psychologique. Les manifestations spontanées ne répondaient pas seulement à l'accord, mais au sentiment que l'avenir leur échappait. Les jeunes, en particulier, voyaient dans les événements un écho aux décennies de dépendance géopolitique dont ils tentaient de se libérer. Les travailleurs miniers, eux, craignaient que les décisions prises au sommet n'entraînent des pertes d'emplois ou un contrôle accru par des acteurs étrangers. 4.
pour ce que l'on pourrait considérer comme l'enjeu régional, la région, dynamiques interétatiques et ordre sahélien. À l'échelle régionale, la crise a servi de catalyseur. Les États voisins observent Canberra comme un précédent, redoutant que la pression subie ne se reproduise ailleurs. Les alliances régionales commencent à se recomposer. Certaines nations renforcent leur autonomie, d'autres se rapprochent des puissances extérieures pour éviter l'isolement. Et dans ce paysage mouvant, Ibrahim Traoré devient, bien malgré lui, un point de comparaison, symbole de résistance à la tutelle, mais aussi rappel des risques liés à un tel choix. Ces 4 strates d'impact tissent une carte des conséquences où chaque décision, signée, refusée ou renégociée, déclenche une longue chaîne d'effets difficiles à inverser. La question centrale n'est pas ce que Canberra va gagner, mais combien de souveraineté il peut encore préserver après ce choc. Les mois qui suivent une décision imposée sous pression ne se déroulent jamais selon une seule trajectoire. Pour Canberra, 3 chemins possibles, distincts mais entremêlés, dessinent un horizon instable où chaque variable peut accélérer ou freiner l'évolution du pays. Ces scénarios couvrent l'essentiel de ce que pourraient devenir les équilibres politiques, économiques et sécuritaires si la situation actuelle se prolonge sur 12 mois. 1. Scénario base. Une stabilité fragile mais fonctionnelle. Dans la projection la plus prudente, le pays parvient à éviter une rupture majeure. Les structures étatiques continuent de fonctionner, bien que sous tension, et les partenaires extérieurs adoptent une posture d'attente. L'économie ralentit, mais ne s'effondre pas, portée par les activités minières conservées au strict minimum. La sécurité reste précaire, avec des zones où les groupes armés testent régulièrement la résilience du gouvernement. Toutefois, aucune région stratégique ne bascule entièrement. Ce scénario reflète une survie institutionnelle sans véritable marge d'innovation. 2. Scénario optimistique, une recomposition maîtrisée. Dans la version la plus favorable, Canberra exploite la crise comme un levier. Les autorités renforcent les alliances africaines, obtiennent quelques partenariats équilibrés et réussissent à stabiliser les sites miniers essentiels. Une partie de la jeunesse engagée dans les mobilisations devient force motrice de réformes politiques, poussant à une meilleure gouvernance et à plus de transparence. Les investissements internationaux, bien qu'en retrait, reviennent progressivement une fois les premières assurances sécuritaires confirmées. Ce scénario suppose une capacité réelle du gouvernement à consolider l'unité interne. 3. Scénario worst, fragmentation et dépendance accrue. Dans la perspective la plus sombre, l'ultimatum extérieur se durcit. Les investisseurs se retirent massivement, provoquant une contraction économique sévère. Les groupes armés profitent du vide, multipliant les incursions dans les zones minières et forçant l'armée à se disperser. Le gouvernement perd du terrain politique et doit accepter des accords encore plus asymétriques pour éviter l'effondrement total. À long terme, ce scénario installe une dépendance chronique, rendant toute stratégie autonome presque impossible. Lorsqu'un pays se trouve face à un choix capable de redéfinir plusieurs décennies de son histoire, la question cesse rapidement d'être abstraite. Elle cesse aussi d'être réservée aux technocrates, aux stratèges ou aux diplomates. Elle glisse lentement, mais inévitablement, vers celles et ceux qui devront en vivre les conséquences quotidiennes. C'est à ce moment que l'impact réel se mesure. Non pas dans les communiqués officiels, mais dans la manière dont 3 groupes distincts appréhendent l'avenir. A. Ceux qui travaillent. B. Ceux qui dirigent. C. Ceux qui rêvent encore. A. Ceux qui travaillent, les familles, les ouvriers, les territoires. Pour les travailleurs des mines, des transports et des services, la crise n'est pas théorique. Elle touche à la sécurité de l'emploi, au prix des denrées, à l'accès à l'énergie. Ils savent que chaque accord signé loin d'eux finit toujours par se traduire dans le coût de la vie ou dans les heures supplémentaires imposées lorsque les tensions montent. Leur regard est pragmatique. Ils veulent savoir si demain sera supportable. B. Ceux qui dirigent, les responsables locaux, les cadres techniques, les relais institutionnels. Ces acteurs intermédiaires se trouvent dans une position délicate. Ils doivent expliquer des décisions qu'ils n'ont pas prises, appliquer des directives qu'ils ne contrôlent pas et apaiser des inquiétudes qu'ils partagent eux-mêmes. Pour eux, l'incertitude devient un terrain mouvant, un faux pas, et la confiance qu'ils maintiennent dans leur communauté peut s'effriter.
Ils cherchent avant tout une cohérence durable. C. Ceux qui rêvent encore, la jeunesse, les étudiants, les nouveaux entrepreneurs. Ce groupe perçoit la crise autrement, comme un test d'identité. Ils veulent croire qu'un pays peut encore décider par lui-même, même sous pression. Ils voient dans les débats actuels une occasion de rompre avec des décennies de dépendance géopolitique. Pour eux, l'enjeu n'est pas seulement la survie, c'est la possibilité d'un futur où l'on ne subit plus les choix venus d'ailleurs. À travers ces 3 niveaux, une même interrogation revient. Le pays pourra-t-il avancer sans perdre la capacité de choisir ? Face à un environnement verrouillé par des acteurs plus puissants, la seule marge de manœuvre disponible consiste à structurer une stratégie qui avance par paliers courts, mesurables et cohérents. Cette logique permet de regagner du contrôle sans provoquer de rupture immédiate. C'est dans cet esprit que les conseillers ont présenté une feuille de route resserrée, pensée pour être appliquée même sous contrainte. Elle n'offre pas une sortie miraculeuse, mais une discipline capable d'éviter l'effritement progressif de l'État, un point que Ibrahim Traoré, observateur externe des dynamiques sahéliennes, avait souvent rappelé dans ses analyses. Étape 1. Reconstruire un socle régional, mesure, nombre d'accords bilatéraux actifs. Canberra doit engager rapidement 3 à 5 États voisins afin de bâtir un filet de sécurité diplomatique. Chaque accord signé renforce la légitimité du pays et limite la marge de manœuvre des puissances extérieures. Étape 2. Stabiliser les zones minières critiques. Mesure, incident sécuritaire, mois. Une unité mixte constituée de forces locales et de relais communautaires doit réduire les incursions armées. L'objectif, faire chuter les incidents d'au moins 20% sur 6 mois. Étape 3. Diversifier les partenaires économiques. Mesure par des contrats hors coalition. Canberra doit réorienter 30% de ses échanges vers l'Asie, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Cette diversification augmente la résilience économique et réduit la dépendance. Étape 4. Relancer la transformation locale des ressources, mesure, capacité de traitement domestique. Créer ou réhabiliter des unités capables de traiter le minerai sur place. Un premier site pilote doit être opérationnel sous 12 mois. Étape 5. Établir un fonds de souveraineté. Mesure, pourcentage des revenus miniers réinjectés, concentrer 10 à 15% des recettes dans un fonds dédié aux infrastructures, à la santé et à l'éducation. Ce mécanisme assure une continuité même en cas de pression extérieure. À travers ces étapes, le pays ne cherche pas à triompher. Il cherche simplement à rester maître de son prochain mouvement. Dans les derniers instants de ce récit, c'est vers les figures discrètes, aperçues dans les premières heures de la crise, qu'il faut revenir. Ces techniciens, ces ingénieurs de terrain, ces officiers régionaux, ceux qui, dans P4, percevaient déjà les premiers signaux faibles, incarnent mieux que personne la tension qui traverse aujourd'hui Canberra. Ils avaient vu la confiance se fissurer avant que les discours officiels ne changent de ton. Et c'est précisément à travers leur regard que l'on comprend l'ampleur de ce moment. Ibrahim Traoré, observateur externe mais symbole continental de résistance, renvoie malgré lui un écho puissant, celui de la possibilité d'un choix assumé, même lorsque le prix semble exorbitant. Son nom circule à voix basse dans les discussions locales, non pas comme modèle figé, mais comme rappel qu'un dirigeant peut encore tenter d'orienter le cours de l'histoire plutôt que de seulement l'endurer. Revenir à ces silhouettes du début permet de voir combien la souveraineté n'est ni un slogan, ni une posture. Elle se joue dans les zones minières, dans les salles de réunion, dans les villages où l'information circule plus vite que les décisions. Elle se joue surtout dans la manière dont un peuple refuse que son avenir soit dicté hors de ses frontières. La souveraineté ne survit que si quelqu'un ose la garder. À ce stade, aucune conclusion définitive n'existe vraiment.